Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Lawrence Wilkerson. Le colonel Wilkerson est un colonel retraité de l'armée des États-Unis et ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain Colin Powell. Colonel Wilkerson, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci de m'avoir invité. Heureux d'être de retour. Nous avons couvert sur cette chaîne l'escalade des États-Unis au Venezuela sous différents angles. Il y a eu un véritable déploiement dans les Caraïbes, à partir de Porto Rico, d'où cette soi-disant guerre contre le narcoterrorisme a été lancée. En plus de cela, d'importants moyens militaires américains ont été déployés dans les Caraïbes, y compris au large des côtes du Venezuela, impliquant des opérations d'attaque. Il est également important de mentionner l'intensification de la guerre de propagande, notamment avec l'angle du prix Nobel de la paix. Et Maria Corina Machado a promis toutes sortes d'actifs vénézuéliens à des entreprises américaines. De toute évidence, Trump a indiqué qu'il voulait un changement de régime. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la tentative de changement de régime, eh bien, je me demande ce que vous pensez de la stratégie actuelle des États-Unis à l'égard du Venezuela. Mes pensées me ramènent à l'administration Bush, sous laquelle j'ai servi, George W. Bush, de 2001 à 2005, et à certaines des choses que nous avons faites à l'époque, que je vois maintenant se répéter, mais avec plus de profondeur, plus d'ampleur et plus d'illégalité. Et je parle ici à la fois sur le plan national et international. Commençons tout en haut et parlons des procès de Nuremberg, dont nous célébrons maintenant, le 80e anniversaire. La décision majeure y était résumée dans quelque chose qu'a écrit le juge Jackson, et cela disait à peu près ceci. Le but est de mettre fin aux guerres d'agression. Le but même du processus, le but américain, était clair. D'autres se sont rangés à ce but au cours du tribunal, mais certains l'ont fait, comme l'Union soviétique, par opportunisme, pour accomplir ce qu'ils avaient besoin d'accomplir. Les Britanniques, par exemple, voulaient ramener tous les criminels de guerre chez eux et les exécuter. Les Soviétiques voulaient tous les emmener à Moscou, les juger lors de procès-spectacles, puis les exécuter. Ainsi, lorsque Jackson a ancré le véritable objectif des tribunaux dans l'idée des guerres d'agression, son opinion, et je pense qu'il avait raison, et que c'est sur cela que l'ONU a ensuite été fondée, était que c'était le noyau de toute guerre meurtrière dans le monde, l'agression. Et c'est donc ce que le tribunal a essayé de faire, au moins laisser quelques voix. Puis plus tard, en 1948, nous avons eu les premières, deuxième, troisième et quatrième conventions de Genève, ainsi que d'autres tentatives pour rendre la guerre, non pas plus acceptable, je ne dirais pas cela, mais au moins plus raisonnable, à défaut d'autre chose. Avoir des règles, avoir des lois, et espérons-le, des lois très solides. L'autre chose que le tribunal a accompli, c'est d'établir le précédent de la justice pénale internationale et du droit pénal international. Nous sommes en train de détruire cela. Cheville par cheville, fil par fil, nous sommes en train de défaire, si l'on peut dire, tout le tissu qui a commencé en 1945, s'est poursuivi en 1948 et a continué dans les années qui ont suivi, alors que nous essayons de développer l'ONU et la logique qui la sous-tendait. Aujourd'hui, nous sommes le plus grand coupable sur la face de la Terre en matière de guerre d'agression. Nous essayons de mener une guerre d'agression contre le Venezuela. Nous y sommes déjà avec la CIA,
Nous y sommes depuis 2016 lorsque Donald Trump a signé une directive présidentielle pour Mike Pompeo, alors directeur de la CIA, afin de lancer une guerre sur le terrain au Venezuela. Je perds mes mots face à toutes les guerres que nous menons. On ne peut même pas dire que c'est nouveau, car cela a commencé dès la première administration Trump, avec une action directe très violente au Venezuela, menée par les forces d'opération spéciales et la CIA. En fait, en 2015, Obama a déclaré que le Venezuela constituait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, ce qui a entraîné l'imposition de toutes ces sanctions cruelles, une sorte de prélude à Trump à bien des égards. Il n'y a apparemment aucune exception pour un président démocrate ou républicain qui ferait cela, ce qui rend la situation vraiment alarmante. Et puis lorsque Donald Trump, par exemple, fait des déclarations sur un pays de 230 ou 240 millions d'habitants, le Nigeria, les propos belliqueux qu'il a tenus à propos du Nigeria sont absurdes, mais aussi extrêmement dangereux. Et c'est extrêmement dangereux parce que, comme je l'ai dit, cela efface toutes les règles. Maintenant j'entends, voici le dernier développement dans cette éradication des règles, que mon président a fait cela en matière de torture. Mon président s'est tourné vers son ministère de la Justice, George W. Bush, et leur a demandé de produire une justification juridique qui permettrait de légitimer ce qu'il voulait que la CIA fasse à certains détenus de grande valeur dans cette guerre. Ils l'ont fait. Ils ont défini la torture comme quelque chose qui se produit lors d'un interrogatoire, juste avant une défaillance d'organes, ce qui est absurde. Mais c'est ainsi qu'ils l'ont défini. Cela signifiait qu'il devait avoir un médecin à côté de chaque civière sur laquelle il torturait quelqu'un pour dire « Oh, attendez, la défaillance d'organes est imminente, vous êtes maintenant dans le domaine de la torture. » Voilà à quel point ce raisonnement juridique était absurde. À présent, Donald Trump a ordonné au département de la justice d'élaborer une justification pour ces exécutions extrajudiciaires en haute mer qu'il mène, environ 80 personnes, je crois, jusqu'à présent. Et maintenant, nous recevons des rapports de la région, provenant des épouses de certaines des personnes tuées, qui affirment qu'elles n'étaient que des pêcheurs. Et peut-être que ce sont des pêcheurs qui, de temps en temps, parce qu'ils meurent de faim la plupart du temps, ils sont tellement pauvres, gagnent quelques centaines de dollars en transportant un peu de drogue le long de la côte. Maintenant, ils ne vont même plus pêcher. En Colombie, au Venezuela, ils ne vont même plus pêcher parce qu'ils ont peur de se faire tuer. Voilà ce que nous avons créé dans le monde. Et maintenant, le président en rajoute une couche en chargeant son ministère de la Justice, qui j'en suis sûr obéira, de trouver une justification pour tuer des gens sans aucune procédure légale. Voilà où nous en sommes. Nous avons détruit tout ce que Nuremberg avait initié, tout ce que les conventions de Genève avaient codifié, tout ce que nous disions défendre après la Seconde Guerre mondiale en matière de droit international et de justice pénale internationale. Nous avons tout jeté aux oubliettes, et le monde le sait. Y a-t-il un moyen de prévoir jusqu'où l'administration Trump irait? Je veux dire, il y a des spéculations sur des frappes de missiles Tomahawk et on parle aussi d'une véritable invasion. Il y a beaucoup de rumeurs concernant le Gerald Ford, le plus grand porte-avions, qui se dirigerait vers la région. Quelle est votre intuition quant à savoir si la machine de propagande soutenue par l'administration Trump se limiterait à cela, ou si elle irait jusqu'à une action militaire? Je tiens à mentionner que des chercheurs d'Amérique latine affirment que ce type d'escalade autour de l'intervention des États-Unis divise même l'opposition vénézuélienne. Une partie de l'opposition qui soutenait auparavant les sanctions, pensant qu'elles feraient tomber le gouvernement Maduro, se retourne maintenant contre l'escalade américaine, car elle s'oppose à une intervention militaire dans son propre pays. Alors je me demande,
Y a-t-il un moyen de prévoir si l'administration Trump irait réellement jusqu'à une action militaire? Le dernier point que tu as soulevé, je pense, est vrai. Laisse-moi revenir un peu en arrière et donner un peu plus d'explications sur ce qui se passe là-bas. Je suis à environ 90% sûr de cela, car j'ai encore quelques contacts qui acceptent de me parler. Ce qui se passe, c'est une opération conjointe, peut-être même plus que cela, impliquant une troisième ou une quatrième partie. Mais il y a certainement deux acteurs principaux dans cette affaire. L'un, bien sûr, c'est l'Empire, les États-Unis. L'autre, de manière très substantielle, c'est Israël. Israël est présent de manière importante. Ils sont impliqués depuis la première découverte en 2016, première administration Trump. Israël fait partie du paysage du renseignement, qu'il soit faux, juste, exact ou autre. Et dans la plupart des cas, je pense qu'il est plutôt faux. Israël manipule les renseignements que Trump reçoit. L'une des personnes qui fournit ces renseignements à Trump est un citoyen israélien. Un double citoyen, bien sûr, comme on aime en avoir dans ce pays, mais c'est un citoyen israélien. Il est lié à un ancien membre de la CIA qui, contre de l'argent, fournit à Laura Loomer des renseignements provenant du Venezuela qu'il prétend exacts. Et Trump détourne son attention de la communauté du renseignement établie, en commençant par Tulsi Gabbard et d'autres, pour écouter Laura Loomer. Donc il obtient ses renseignements sur Trinité et Tobago, sur la drogue et ainsi de suite, d'une source qui est payée par certains membres de l'opposition au Venezuela pour lui fournir ces informations. On ne pourrait pas inventer ça. Israël joue un rôle important là-dedans. Et la personne qui travaille avec l'agent de la CIA est un citoyen israélien, comme je l'ai dit. Il y a aussi la lauréate du prix Nobel de la paix, comme vous l'avez mentionné, Machado, qui est également impliquée. Je n'irai pas jusque-là, mais je supposerai au moins qu'elle pourrait être un atout du Mossad. Donc tout cela se passe en même temps. Et puis pour répondre à votre question, est-ce que tout cela va vraiment renverser Nicolás Maduro et le gouvernement qu'il représente? Je ne le pense pas. Et je pense que ce sera une véritable catastrophe si nous essayons d'utiliser une force majeure pour le faire. Que nous nous en approchions discrètement ou que nous l'attaquions de front, cela ne change rien. Nous allons nous retrouver empêtrés dans un bourbier. Pensez au Vietnam, à l'Afghanistan, à toutes les guerres auxquelles nous avons participé. Pensez à la Somalie, par exemple. Lorsque nous y sommes allés soi-disant pour des raisons humanitaires et que nous avons fini par traquer le seigneur de guerre Mohamed Farah Aidid avant de devoir nous retirer honteusement de Mogadiscio. C'est à cela que nous faisons face. Et ce président ne semble pas comprendre ce genre de situation. Et il n'a pas non plus, en Pete Hegseth, un secrétaire à la défense qui en ait la compréhension. Et il n'a pas non plus de président des chefs d'état-major interarmés. Son président venait du théâtre du Pacifique, où il était un général 3 étoiles, principalement impliqué dans les opérations spéciales. Et voici un autre point que la plupart des gens ne comprennent pas. Il y a longtemps, lorsque Sam Nunn siégeait au Sénat des États-Unis, il avait une obsession concernant la création d'un commandement des opérations spéciales qui regrouperait tous les opérateurs spéciaux. Delta, les SEAL Team 6, 5, 4 et 2, les Rangers, les CCT de l'armée de l'air, les Raiders du corps des marines. Le corps des marines a fini par y être intégré, sous un commandement unique, en faire un commandement unifié et lui attribuer un budget. Eh bien, il l'a fait. Nous avons tous dit au sénateur Nunn qu'il était fou. Même Colin Powell lui a dit qu'il était fou. Ils ont quand même continué et l'ont fait. Et devinez ce qui s'est passé. Ce commandement est désormais devenu si puissant et si essentiel à la stratégie américaine dans le monde, parce qu'il est lié à la CIA.
La CIA utilise les forces d'opération spéciales de l'armée pour des actions directes. De cette façon, elle n'a pas à risquer son propre personnel et elle n'a pas à rendre de compte à sa commission de supervision au Congrès, puisque c'est l'armée qui exécute l'action directe. Et ce qui se passe, et ce qui a, je pense, poussé l'amiral Halsey à dire qu'il quittait plutôt le commandement sud, ce sont ces opérateurs spéciaux avec leur navire-mère là-bas au large du Venezuela. Et leur navire-mère est un ancien paquebot de croisière. C'est énorme, c'est monstrueux. Il y a toutes sortes de laboratoires à l'intérieur, toutes sortes de dispositifs de renseignement. Il peut accueillir des Harrier, il peut accueillir des hélicoptères. Et ce qui se passe, c'est que sans que le commandant des forces conventionnelles, l'amiral Halsey, commandant du commandement sud, c'est sa région, sans qu'il ait même son mot à dire, ces opérateurs spéciaux, relevant du commandement des opérations spéciales en Floride, mènent en réalité ces actions contre le Venezuela. C'est incroyable. C'est incroyable. Cela s'est déjà produit à Mogadiscio. Lorsque nous avons effectué la retraite ignominieuse de Mogadiscio, c'était parce que le commandement des opérations spéciales poursuivait Mohamed Farah Aidid de son propre chef, sans que le commandant turc de la force de l'ONU ni le commandant américain n'en sache quoi que ce soit. C'est exactement ce que nous faisons au Venezuela, et de manière intensive, je pense. J'ai des sentiments très forts à ce sujet parce que je l'ai vu se produire. Cela s'est produit en Afghanistan, cela s'est produit en Irak, cela s'est produit, comme je l'ai dit, en Somalie. Je pense que ça se reproduit encore. Et chaque fois que cela arrive, ils deviennent de plus en plus puissants. Donc, c'est une autre armée, si l'on peut dire, avec sa propre force aérienne, sa marine et tout le reste, au sein de l'armée américaine, opérant pour la CIA et le Mossad. Et ils font des choses comme au Venezuela. Donc, si vous voulez voir de l'action au Venezuela, vous verrez probablement ce genre d'action étroitement lié aux gens de Machado, qui qu'il soit. Mais je suis d'accord avec toi. L'opposition telle qu'elle existe au Venezuela ne se retourne pas contre Maduro, mais contre les efforts de l'Empire pour le renverser, parce qu'elle voit ce qui se passe et qu'elle le comprend. Ils savent que Machado veut vendre le Venezuela à l'Empire. Point final. C'est ce qu'elle veut. Elle a été très claire à ce sujet. Et cela ne va pas fonctionner. Je pense que nous allons droit vers un vrai désordre. Un vrai désordre. Mais ceux qui vont en subir les conséquences seront probablement les Vénézuéliens et peut-être aussi les Colombiens, car Trump a également jeté un regard hostile sur la Colombie. Il est connu de presque tout le monde au Venezuela que bien qu'il y ait un débat sur les sanctions lorsqu'il s'agit d'une intervention militaire, les López, les Guaidó et les Machado sont tous des personnes qui vivent en Floride ou dans d'autres régions des États-Unis, et non de véritables habitants du Venezuela. Je voulais également ajouter, comme vous l'avez indiqué, qu'il semble y avoir une division au sein de l'armée et des services de renseignement, probablement entre ceux dans l'armée qui connaissent la réalité du Venezuela et ceux qui sont des partisans zélés à la solde du Mossad et d'autres. Le fait est qu'au Venezuela, l'armée est extrêmement politisée. Et c'est une différence par rapport, par exemple, au Chili en 1973, où Allende n'a pas cherché à remplacer l'armée par ses propres partisans, ce qui n'est pas le cas au Venezuela. Au Venezuela, l'armée est extrêmement politisée, intégrée dans tout le processus bolivarien, ce qui rend toute tentative de coup d'État extrêmement difficile. Et on peut douter des chiffres. Des millions de miliciens recrutés. Ces 7 ou 8 millions sont peut-être exagérés, je ne sais pas. Mais il est vrai qu'il existe au Venezuela un large consensus presque unanime contre une intervention militaire des États-Unis.
Oui, je suis un étudiant de l'épisode chilien avec Nixon et Kissinger, et je peux vous dire que c'est assez différent. L'armée chilienne était vraiment de notre côté pendant toutes ces années, parce que nous l'avions essentiellement acheté. Et ils savaient que, puisque nous les avions achetés, s'il y avait un coup d'État réussi, ils seraient aux commandes. Alors tout ce qu'ils faisaient, c'était se disputer pour savoir qui serait le général, qui serait le chef. La situation est un peu différente ici. Nous ne sommes pas passés par l'école des Amériques ou autre. Nous n'avons eu aucun contact direct avec l'armée vénézuélienne, à part peut-être une certaine infiltration de la CIA et des tentatives de corruption. Cela a pu arriver, je le soupçonne fortement. Mais je ne pense pas qu'ils aient été très réussis dans cet effort, car l'armée a essentiellement été loyale. Ce serait donc une opération entièrement différente. Vous auriez probablement la majorité de l'armée vénézuélienne contre vous dès le départ. C'est une situation très différente de celle où l'on achète l'armée pour qu'elle se retourne, comme ils l'ont fait au Chili, contre Allende, et qu'elle produise ce qu'elle a produit. Ce qui n'a pas été très bon pour le Chili. Je pense donc que ce à quoi nous aurions affaire serait une véritable guerre de guérilla que nous perdrions. Et même si j'aimerais nous voir perdre dans une telle situation une fois de plus, pour nous donner une leçon sur ce genre de choses, je ne veux pas voir cette souffrance infligée au Venezuela, ni à la Colombie, ni au Nigeria, ni ailleurs. Surtout pas quand ce n'est pas nécessaire. Ce ne sont pas des menaces. Voici l'essentiel. Ce ne sont pas des menaces pour la sécurité nationale des États-Unis. Trump, son ministère de la Justice et son département de la Défense se plient en quatre chaque jour, avec le président de la Chambre et le chef du Sénat, orchestrant leurs acrobaties et les soutenant très activement, pour justifier que ce qu'ils font est au nom de la sécurité nationale de l'Empire. Ce qui est absurde. Même avec l'Iran, c'est absurde. L'Iran ne représente aucune menace significative pour l'Empire, à moins que l'Empire ne veuille s'installer au milieu du golfe Persique et y brandir un drapeau, comme le président Ahmadinejad me l'a un jour dit à New York. Voyons si j'ai bien compris. L'Iran possède environ 1875 km de côte sur le golfe Persique, et les États-Unis en ont combien? Son argument, un argument très frappant, était que la menace dans le golfe Persique ne venait pas de l'Iran. La menace venait des États-Unis d'Amérique. Et tout le monde dans la région le savait, même les Saoudiens, les Émiratis et d'autres. Il n'y a donc aucune menace pour la sécurité nationale des États-Unis provenant de l'une de ces cibles que Trump envisage, à l'exception possible de la Chine. Et vous savez, que faisons-nous là-bas? C'est une toute autre question. Une grande question. C'est une question nucléaire. En réalité, je veux venir en Chine, mais je voudrais faire un commentaire annexe sur l'idée de menace. Cela m'a rappelé certains débats des années 1980, lorsque des généraux américains affirmaient que le Nicaragua et peut-être même Cuba représentaient de grandes menaces pour les États-Unis. Dans l'un de ces débats, Noam Chomsky a dit que ce serait rendre un mauvais service même à Hitler que de comparer sa prétention selon laquelle la Tchécoslovaquie constituait une menace pour l'Allemagne à l'idée que Cuba ou le Nicaragua représentaient des menaces pour les États-Unis. Je veux dire, même Hitler avait peut-être un certain argument lorsqu'il a fait cette déclaration à propos de la Tchécoslovaquie. Voilà à quel point il est absurde que les États-Unis inventent des menaces venant de ces petits pays. Je voulais parler de la Chine, en particulier dans le contexte de l'Amérique latine, car l'une des raisons pour lesquelles Trump et son entourage, y compris bien sûr le secrétaire à la guerre, qui veut continuer à mener des guerres pour conserver sa position et son emploi, ainsi que des gens comme Marco Rubio, qui ne cessent de s'agiter comme s'il était sous stéroïdes,
c'est l'énorme facteur chinois. Les liens et relations économiques avec toute une série de pays d'Amérique latine, le Brésil, le Venezuela, même le Panama et même le Mexique, qui est le plus grand partenaire économique des États-Unis, se développent rapidement. Et nous en avons parlé. Vous avez évoqué dans notre émission la nécessité pour l'Empire américain de mettre fin à son impérialisme et de redevenir un État-nation. Étant donné la récente défaite que les États-Unis ont subie face à la Chine, je veux dire, ils étaient très confiants lorsqu'ils ont lancé leur guerre économique, et ils ont fini par essuyer une défaite humiliante. Quelle pensez-vous être la grande stratégie des États-Unis vis-à-vis de la Chine à l'avenir? Y a-t-il une remise à plat dans la réflexion des Stephen Miller, de la Manhattan Foundation et de tous ces faucons anti-Chine? Y a-t-il une réévaluation ou un réajustement compte tenu de la défaite humiliante qu'ils ont récemment subie? Ou bien poursuivent-ils sur la même voie, allant jusqu'à concevoir une guerre nucléaire avec la Chine? Je ne détecte aucune stratégie, absolument aucune. Ce que je vois, c'est un groupe de personnes qui pensent avoir une stratégie et qui de temps à autre l'expriment dans des termes presque indéchiffrables. Steve Bannon me vient immédiatement à l'esprit, et même Pete Hegseth. Mais je ne perçois aucune grande stratégie, ni une stratégie tournée vers un bloc de pays ou un pays unique comme la Chine. Aucune stratégie, tout simplement. Et pour revenir à votre remarque sur la Chine, partout où la Chine gagne du terrain, c'est parce que nous avons tellement tout gâché que les gens en viennent pratiquement à supplier la Chine de prendre le relais. C'est dire à quel point la situation est désastreuse, surtout dans l'hémisphère occidental. Le Brésil est un cas parfait. La Chine s'installe là où elle détecte des faiblesses et des erreurs de l'Empire, et elle progresse considérablement de cette manière. Il n'est même pas nécessaire de citer Sun Tzu. Ce n'est pas une stratégie indirecte, c'est une stratégie du type « Regardez, mon principal ennemi commet erreur sur erreur sur erreur, et je m'engouffre dans ces erreurs en offrant au peuple des alternatives. » C'est ce qui se passe réellement. Et c'est un constat bien triste, car je ne pense pas que cette administration comprenne que c'est ce qui lui arrive. Je ne pense pas que Donald Trump comprenne que Xi Jinping lui a donné une leçon lors de leur dernière rencontre en Chine. Il lui a mis une raclée, autrement dit, il l'a complètement écrasé. Alors il sort et annonce que c'était une excellente rencontre. Je suis sûr que Xi Jinping a pensé que c'était l'une des meilleures réunions qu'il ait jamais eues. Cependant, ces gens, comme Poutine, Xi Jinping et même Modi, et bien sûr Lula, doivent se poser des questions. Et je pense qu'il y a quelques personnes en Europe, peut-être des dirigeants de demain, qui remplaceront Starmer, Macron et tous les autres idiots là-bas, qui perçoivent cela aussi, que ce que je dis est bel et bien en train de se produire. Et ils essayent de décider, est-ce que je veux aller à fond avec la Chine? Est-ce que je veux être indépendant? Est-ce que je veux faire du 50-50? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que je ne veux vendre mon âme à personne, pas même à la Chine. Mais je ne peux plus dépendre de l'Empire. En fait, je dois maintenant craindre l'Empire. C'est ce que les gens pensent partout dans le monde. Et comme je l'ai dit, de plus en plus, ils pensent cela au sein de l'OTAN, non pas dans les gouvernements actuels, mais dans ceux qui vont les remplacer, ce qui, retenez bien mes mots, arrivera dans les 18 prochains mois. Tous les gouvernements d'Europe seront remplacés. Cela commencera par la France, l'Angleterre et l'Allemagne, mais cela déferlera comme une avalanche sur le reste de l'Europe lorsqu'ils réaliseront 5% du PIB. Vous plaisantez? Où sont mes programmes sociaux? Où est mon soutien agricole? Où est mon éducation gratuite? Où sont mes soins de santé gratuits? Toutes ces sortes de choses. Ces dirigeants,
ne vont pas rester longtemps. Et c'est inquiétant, car je me demande ce que l'Europe va faire quand la situation deviendra vraiment critique. Vont-ils revenir à l'Europe des années 30 ? Ou vont-ils mettre en place une sorte d'architecture de sécurité européenne pour commencer? Et est-ce que cela inclura la Russie, par exemple, comme nous l'avions envisagé à la fin de la guerre froide avec George H.W. Bush? Je dirais que cela va être très difficile, compte tenu de ce que la Russie a vu l'OTAN lui faire par le passé, depuis 2014 certainement, et même avant cela. Je lisais justement un rapport sur les nazis en Ukraine. Sacré bon sang. Je veux dire, ils sont partout. Poutine ne les a pas encore éradiqués. Il les a simplement repoussés dans le secteur restant de l'Ukraine. Et ils sont tout autour de Zelensky. Zelensky ne peut pas bouger sans ces gens. Il ne peut rien faire sans eux. Il lui ferait sauter la cervelle au moment même où il déciderait de faire quelque chose qui ne correspond pas à leur plan. Et ils sont assez nombreux. J'ai toujours pensé, quand je travaillais avec l'Ukraine au début des années 2000, en tant que chef de cabinet au département d'État, que nos services de renseignement nous disaient qu'il y avait peut-être entre 100 000 et 150 000 véritables nazis. Je parle des gars de Bandera. Ce que j'ai vu l'autre jour de la part de notre propre communauté du renseignement place la liste à bien plus de 200 000. C'est donc une force assez redoutable et ils ont ménagé leur force. Ils ne sont pas allés sur les lignes de front pour se battre, car ils savent que s'ils le font, ils seront tués. Ils restent donc à l'arrière, préservant leurs troupes, afin d'être la puissance ultime en Ukraine, quoi qu'il advienne de la guerre. Et s'ils deviennent la puissance ultime, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Nous pourrions avoir une cessation des hostilités si l'on veut, mais il n'y aura pas de paix. Pas tant que ces gens seront là, car ce sont des nazis. Et leurs devises et leurs convictions sont de nature nazie, donc il y a aussi une catastrophe qui se profile là-bas. Mais je pense qu'il y a un autre domaine où Trump n'a aucune idée de ce qui se passe. Il a des gens qui lui parlent, qui le renseignent, et qui lui racontent des contre-vérités sur l'Ukraine et sur la situation là-bas, qui veuillent soutenir Zelensky plus fermement, rester neutre ou se retirer complètement. Il ne connaît pas la vérité sur l'Ukraine. Et il est le seul, l'Empire est le seul, triste à dire, à avoir encore l'énergie, les contacts et les moyens, en ce qui concerne les Européens, pour mettre fin à tout cela. Et il ne le fait pas. Donc il n'y a pas de stratégie. Mais quel genre de mensonges lui raconte-t-on à propos de l'Ukraine? Que l'OTAN peut encore tenir dans cette guerre, que l'Ukraine peut encore continuer à repousser les Russes. Est-ce ce type de mensonges? Quels sont les mensonges qu'il entend? Parce qu'il y a eu un moment, avant le sommet, je parle du sommet entre le président Poutine et le président Trump, le sommet d'Alaska, où Trump a commencé à évoquer la réalité, à parler des pertes des forces ukrainiennes, des mouvements du front, de la direction des lignes de front, et ainsi de suite. Et récemment, il a cessé d'en parler. Alors, quel genre de mensonges lui raconte-t-on? En grande partie, Lindsey Graham et son équipe lui disent que cela n'a pas d'importance. Ce que vous faites, c'est faire saigner la Russie, et vous voulez la faire saigner jusqu'à la dernière goutte de sang. Si cela coûte la vie à Zelensky, si cela coûte à l'Ukraine 100 kilomètres de plus de territoire, qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire saigner Poutine au maximum. Et Graham lui dit même que s'il fait cela, en plein milieu, Poutine tombera. C'est ce qu'il lui dit. Que Poutine est sous forte pression. Sous forte pression. Même lorsqu'une personne compétente vient le voir et dit au président, comme l'a fait un individu, m'a-t-on dit, que Poutine est effectivement sous pression, mais qu'il l'est du côté droit.
Ils veulent qu'il termine cette guerre, quitte à détruire l'Ukraine. Il n'est pas sous la pression des pacifistes ou de ceux qui veulent que cela s'arrête. Mais Trump ne reçoit pas la bonne vision des choses. Et Graham, eh bien, je ne sais pas quelle emprise Graham a sur Trump, car en réalité, les deux hommes se méprisent. C'est réciproque, ils se détestent mutuellement. Mais Graham a une certaine emprise sur lui. Et ce n'est peut-être pas seulement Graham lui-même. C'est peut-être l'entourage qu'il dirige au Sénat et ailleurs. Ils ne veulent pas laisser à Poutine un instant de répit. Ils craignent que si on lui accorde un moment de repos, il reprenne des forces. Et ils croient qu'il est en train de mourir. C'est ce qu'ils disent à Trump. Je suivais l'escalade des États-Unis vis-à-vis de l'Inde lorsque ces sanctions supplémentaires ont été imposées. Et j'ai vu que Lindsey Graham avait un levier considérable. Je veux dire, je n'avais pas de preuves directes, mais le genre de choses que Lindsey Graham disait à propos des restrictions sur les visas H-1B, des sanctions supplémentaires contre l'Inde pour l'achat de pétrole brut russe destiné aux raffineries, etc., etc. Tout cela s'est concrétisé. Même Peter Navarro et d'autres ont fini par adopter la même ligne et la répéter sur Fox News. Et c'est devenu la politique américaine. Je veux dire, bien avant que cela ne soit même discuté parmi les responsables de l'administration Trump, c'était Lindsey Graham et ses semblables qui faisaient du bruit à propos de ce genre de politique. Donc, il n'est pas surprenant quand tu dis que Lindsey Graham doit avoir une certaine influence sur Trump, malgré le fait que les deux hommes se détestent. On m'a dit, et quand on me l'a dit pour la première fois, j'ai simplement balayé ça d'un revers de main. Mais maintenant, j'ai du mal à le faire. C'est d'une manière ou d'une autre lié à l'affaire Epstein. Tant de gens ont des choses compromettantes les uns sur les autres à cause des liens avec Epstein. Une grande partie de ce que nous examinons est assez opaque. On se demande pourquoi ceci est arrivé, pourquoi cela est arrivé, et cela remonte à des années et des années avec une forte implication d'Epstein dans la vie de ces personnes. Et ce n'est pas seulement le Lolita Express, pas seulement, tu sais, les pédophiles et tout ça. Cela en fait partie, mais une grande partie concerne l'argent qu'il contrôlait, l'influence qui en découlait et les choses douteuses que les gens faisaient avec cet argent. Par exemple, on m'a dit qu'Ehud Barak était aussi impliqué dans l'affaire de l'île que le prince Andrew. Et nous avons vu ce qui est arrivé au prince Andrew, et cela n'arrive pas très souvent, à moins qu'il n'y ait vraiment quelque chose derrière. Vous savez, beaucoup de fumée royale, mais il y avait aussi un peu de feu. On m'a dit que Barak était tout aussi impliqué que le prince Andrew, et qu'il existait des courriels pour le prouver. On m'a dit que Bill Clinton était presque dans la même situation. Et je reviens à Oslo, à ce moment d'arrêt soudain, avec Arafat figé dans les phares comme un cerf, se demandant ce qui lui était arrivé. Et tout s'est simplement arrêté. On m'a dit par des personnes qui savent généralement de quoi elles parlent, qu'il y avait là-dedans une histoire de chantage impliquant à la fois Clinton et Barack. Donc si tout cela contient ne serait-ce qu'un soupçon de vérité, alors beaucoup des questions que tu as posées à propos de Graham, d'où vient son pouvoir, commencent à avoir du sens, je pense. Il y a beaucoup de gens qui font du chantage à beaucoup d'autres. Et Lindsey Graham n'est pas forcément en dehors de tout ça non plus, car Lindsey est connu pour avoir quelques problèmes lui aussi. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il a des problèmes. Quand il dit qu'il n'a pas le temps pour le sexe, qu'il est trop occupé, eh bien, il y a des raisons à cela. Ma dernière question, colonel Wilkerson. J'ai suivi les développements en Syrie, qui sont partiellement rapportés dans la presse occidentale et partiellement écartés. Mais ce que je cherche à comprendre,
c'est que l'intégration de la Syrie dans l'orbite des États-Unis et de l'Empire sioniste au Moyen-Orient ou en Asie occidentale devient un facteur majeur. Je veux dire, on voit déjà que le port de Tartous est dépouillé des contrats russes. Il a été attribué à une entreprise des Émirats arabes unis. Ensuite, d'autres zones ont été confiées à la France. Et il y a des rapports sur des combattants étrangers venus en Syrie pour lutter contre le gouvernement Assad, provenant de toute la région. Ce sont des takfiris. Avec les idéologies takfiri, ils sont mobilisés le long de la frontière libanaise pour combattre le Hezbollah. Et Al-Sarraj reçoit désormais un accueil incroyable de la part de Tom Barak et même à Washington. Je me demande donc, quelle est la signification d'un grand pays? Enfin, dans la mesure où il contrôle la Syrie. Je veux dire, il ne la contrôle pas entièrement, mais cela reste un lieu vaste et important. Quelle est la véritable signification de l'inclusion de la Syrie dans cet axe impérial? Et ils sont désormais très clairs. Ils disent qu'ils mèneront le combat pour démanteler l'axe de la résistance. Quelles sont donc vos réflexions sur ces développements? D'abord, je pense que c'est un clou de plus dans le cercueil de la théorie, selon laquelle le lobby possède l'Empire. Oh oui, il possède le Congrès, et il possède certains politiciens plus que d'autres. Et il possède beaucoup de milliardaires qui sont eux-mêmes sionistes, qu'ils soient chrétiens ou non. Mais la véritable raison pour laquelle Israël existe, c'est pour être notre chien d'attaque en Asie du Sud-Ouest et au Levant. Point final. Donc ce qui se passe, et tout est désormais lié, et j'ai dit que je ne voyais pas de stratégie. Il y a un domaine où je vois une stratégie très dangereuse se développer pour les Palestiniens. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise stratégie en termes de chances de réussite, mais c'est mauvais pour les Palestiniens. Revenons simplement au point de départ. Tout commence avec cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU que nous poussons actuellement, sa 3e version, qui, si elle est adoptée et non mise en veto par la Chine ou la Russie, donnera sa bénédiction à la prise de contrôle de la région dans le cadre du plan de Trump, disons-le ainsi. Quelle que soit la manière dont ce plan se déroule, avec Jared Kushner gagnant des sommes énormes ou autres, il le garantira qu'il mettra en place des puissances coloniales. Les nouveaux mandataires. Tu sais qui ils sont dans la région pour maintenir la paix, n'est-ce pas? Et les Palestiniens vont disparaître. Oh, il y aura bien quelques discours sur un État quelque part, mais ils vont disparaître. Pendant ce temps, Israël est en péril existentiel en ce moment. Le pays s'effondre. Tsahal est en train de s'écrouler, de se replier sur elle-même. Plus de suicides qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Plus de stress post-traumatique, plus de déserteurs, plus de gens qui ne se présentent pas au service. Et pourtant, Netanyahou veut s'en prendre à l'Iran, et il veut aussi se débarrasser du Hezbollah. Eh bien, je pense qu'il a conclu un accord avec Trump. Et l'accord avec Trump, c'est que si je m'occupe du Hezbollah, et en même temps que je travaille comme tu veux que je le fasse contre la Syrie, tout en maintenant Erdogan à l'écart, et Erdogan a ses propres problèmes, sinon il serait déjà impliqué, sérieusement, et que je consolide toute la région comme tu veux que je le fasse, alors vous prendrez en charge l'Iran pour moi. Je ne sais pas si Trump a approuvé cela ou non, mais cela signifierait qu'Israël ne serait même pas impliqué dans cette deuxième tentative contre l'Iran, si l'on peut dire. Les États-Unis le feraient entièrement seuls. Et je ne sais pas ce que cela implique, à part la puissance aérienne, car nous ne voulons pas déployer de troupes au sol. Mais je sais aussi, en tant que professionnel militaire, que la puissance aérienne ne suffira pas. Et donc, nous observons quelques évolutions dans la région qui me font vraiment peur.
car elle pourrait conduire à l'utilisation d'une arme nucléaire. J'ai même entendu une conversation l'autre jour qui disait à peu près ceci. Eh bien, si Netanyahou en finissait avec l'Iran à l'aide de quelques armes nucléaires, la plupart lancées depuis des sous-marins par des missiles de croisière, ce qu'il a désormais la capacité de faire, à ce que je comprends. Et si les États-Unis le soutenaient avec tout ce qu'il fallait pour que tout se passe comme prévu, et que nous ramenions les puissances coloniales, et que nous retrouvions tout ce que nous avions au début, pour ainsi dire, et que tout nous appartienne, à nous et à nos amis, nous serions bien mieux lotis. Et Israël s'en porterait bien mieux. Nous pourrions reconstruire Israël, le rétablir comme un État juif. Je pense que son avenir en tant qu'État juif est aujourd'hui vraiment sérieusement remis en question. Mais ils veulent recréer tout cela. Et ils vont tout faire, ai-je dit, dans 3 ans, parce que c'est tout ce qui reste à Trump. Et la réponse que j'ai reçue a été « Ce ne sera pas dans 3 ans ». Je ne sais pas s'il voulait dire qu'il pouvait le faire dans ces 3 ans. Non, je pense qu'il voulait dire que nous ne partirons pas dans 3 ans. Et je ne sais pas si cela signifiait que Vance sera alors président et poursuivra tout cela pendant encore 8 ans, ou si cela veut dire que nous ne partirons pas, tout simplement. Quand nous avons eu un aperçu de cette situation plus tôt en 2020. Alors, bonne chance avec ça. Nous allons en rester là, Colonel Wilkerson. Cette conversation a été très utile et merci beaucoup pour votre temps. Permettez-moi simplement de faire une autre remarque, si je puis me permettre. Bien sûr. Cet événement auquel vous venez de faire référence a échoué à bien des égards parce qu'il n'avait pas le soutien de l'armée des États-Unis. Il remanie minutieusement l'armée américaine afin qu'elle ne laisse plus jamais cela se reproduire. D'accord, c'est une prise de contrôle totale de l'État, telle qu'on la comprend, que ce soit dans les cercles d'extrême droite ou d'extrême gauche. Nous allons nous arrêter là. Merci encore. C'était une bonne conversation après un certain temps. Merci. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.